Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, plongez dans le parcours inspirant de Xavier de Mezrac, qui a notamment occupé le rôle de directeur financier puis membre du comité exécutif du groupe Auchan. Après des premiers pas en comptabilité, au sein d'une usine près de Nemours, il décide avec sa famille de s'expatrier aux États-Unis puis au Mexique. Il y prendra des responsabilités financières et opérationnelles de plus en plus importantes au sein de Corning, une entreprise américaine cotée à la bourse de New York. Dans cette première partie, il revient notamment sur sa conviction qu'il est préférable de privilégier l'expérience concrète terrain, surtout en début de carrière, pour construire un socle de compétences solide. Sur l'importance d'être très attentif lors de ses processus de recrutement à la capacité de son futur manager à être un bon formateur, ou encore la nécessité de ne jamais rester seul et de se confier aux autres lorsqu'on rencontre des situations difficiles. C'est parti pour la grande épopée de Xavier. « 1980, vous avez 25 ans, c'est votre premier jour chez Corning. Qui êtes-vous à ce moment précis ? J'ai plein, je dirais, d'aspirations que, à l'époque, j'ai peut-être du mal à structurer, mais j'ai envie de vivre quelque chose relativement intense, différent de ce que j'ai fait auparavant. Tous mes amis ont envoyé leur CV aux sociétés d'audit, les Big Four ou les banques d'affaires. Et quand je leur dis, moi j'ai envoyé mon CV pour être contrôleur d'usine à Bagneaux-sur-Loing, au sud de Nemours, dans une entreprise qui s'appelle Corning, ils me regardent tous avec l'air de dire « Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ?» quoi. Et pourtant, mon intention, au bout du bout, c'est de démarrer dans cette usine de Corning. Et puis, j'ai l'espoir qu'un jour, ils m'enverront aux États-Unis parce que pendant l'ESSEC, j'avais fait un long stage en Californie et j'avais très envie de repartir aux États-Unis, de travailler aux États-Unis et tout. Et j'ai vu dans l'option Corning la possibilité, même s'ils ne m'avaient rien promis, la possibilité peut-être d'aller travailler aux États-Unis. Donc mes copains de l'ESSEC me regardent avec une certaine condescendance en disant « Ah ben oui, t'as le droit d'aller t'enterrer à la campagne. » Je rejoins Corning à Bagneaux-sur-Loing. Bagneaux-sur-Loing, c'est à 8 km de Nemours. C'est un centre industriel. Et Corning, en fait, c'est un producteur de verre. Et mon poste, précisément, c'est contrôleur de l'usine qui fabrique les casseroles Vision. Ce sont des casseroles que Corning a développées et ce ne sont pas des casseroles en métal, c'est des casseroles en verre. Donc ça, c'était vous à 25 ans. Comment est-ce que vous vous présentez aujourd'hui ? Je me présenterais comme quelqu'un qui a eu une carrière passionnante en France et à l'étranger et quelqu'un qui recommande à ses propres enfants ou amis de ne pas hésiter à travailler en entreprise. Même si aujourd'hui, travailler en entreprise, c'est pas facile, c'est risqué, mais ce sont des opportunités passionnantes. Donc, je ne regrette en rien la carrière que j'ai menée, même si elle n'a pas été facile tous les jours. Très bien, on aura l'occasion d'en discuter. C'est tout l'objet de cet entretien. Bienvenue Xavier sur les grandes épopées. Merci. Et merci de m'accueillir chez vous à Lille pour cet échange. Comme à mon habitude, je suis invité chez mes invités. Donc là, nous sommes dans le salon de Xavier. Il fait beau, hein. On a un beau ciel bleu. Donc pour tous ceux qui pensent qu'à Lille, il fait pas beau, je défends. Je suis légèrement biaisé. J'ai étudié aussi à Lille. Ah voilà. En tout cas, pour rappel, dans ce podcast, l'idée, c'est d'explorer des moments clés de périodes révolues de votre carrière. Ce que je cherche à comprendre, c'est comment vous les avez vécus à l'époque, mais aussi aujourd'hui, avec le recul que vous avez, qu'est-ce que vous en retenez pour vous et pour les éditeurs. Et je tenais une nouvelle fois à vous remercier de témoigner à ce micro. C'est parti pour la grande épopée de Xavier. C'est parti.
Alors on replonge en 1980. Ce choix dont vous venez de parler de Corning, un choix finalement qui n'était pas forcément valorisé par vos pairs, en tout cas par vos amis de l'ESSEC. Pas du tout. Mais que vous avez assumé. Au fond, pourquoi est-ce que vous avez assumé ce choix-là? Parce que quand on fait un choix comme ça, il y a forcément des choses qui viennent compenser le fait que c'est pas forcément un choix très bankable. C'était quoi finalement les éléments dans la balance qui pesaient pour vous? Je pense que les éléments qui ont pesé pour moi dans cette décision, c'était entrer dans une société américaine. Je souhaitais vraiment rejoindre une société américaine parce que mon objectif était, si possible, d'aller travailler aux États-Unis, puisque pendant l'ESSEC, j'avais fait un long stage, comme je l'ai dit, en Californie, qui m'avait donné envie de vivre dans le milieu américain. Alors certes, j'aurais pu peut-être rejoindre un cabinet d'audit américain. Ceci dit, les possibilités dans les cabinets d'audit de partir après aux États-Unis étaient assez limitées. Et puis l'autre chose qui me plaisait, c'est d'aller, me confronter au monde réel, travailler dans une usine, contribuer à une activité concrète de production qui, du début jusqu'à la fin de l'activité, est une activité vraiment complète. Et je ne voulais pas avoir juste un petit morceau d'activité dans une grande entreprise, d'où l'idée de rejoindre une usine qui partait du sable et qui, avec son four, transformait ce sable en verre, puis en casserole. Ça me plaisait, ça me parlait. Il y aura toute la chaîne de valeur en fait sous vos yeux, quoi. Exactement, exactement. Et puis, quelque part, j'avais pas envie d'aller travailler dans le 8e arrondissement de Paris, rejoindre donc un Big Four ou une grande banque ou que sais-je. L'idée d'aller travailler en dehors de Paris me plaisait. On venait de se marier avec mon épouse. On s'est installé à cause de ce job pas loin des usines. On s'est installé dans un modeste appartement d'HLM à Nemours, et j'étais donc à 8-10 km de mon bureau, et c'était à portée de vélo, et j'allais en fait à mon bureau tous les matins en vélo, et je rentrais le soir en vélo. Ça faisait aussi partie de mon expérience, de mon plaisir, que je n'aurais sans doute pas eu dans un cabinet d'audit parisien, quoi. Mais quand je racontais ça à mes amis de l'ESSEC ou d'HEC, ils comprenaient pas toujours le choix, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose qui a évolué parce que ces personnes-là, vous les avez gardées pour certains en contact, Oui. Des amis de longue date peut-être. Est-ce que cette image a évolué avec le temps ou en fait ils étaient toujours maintenant, on n'a toujours pas compris pourquoi est-ce que tu avais fait ça à l'époque? Je pense que ça a peut-être un peu évolué parce que quand, je vais y revenir, j'ai pu être muté aux États-Unis. Le fait d'aller travailler aux États-Unis, de décrocher un poste aux États-Unis, ça c'était valorisé par mes copains de prépa ou d'école. Mais ça a mis un certain temps. Je n'impressionnais personne avec mon premier poste à Bagnols-sur-Loing. Très clair. Alors du coup, justement, vous faites un peu la transition. Après ce premier poste, vous êtes aux US. Alors, ça se fait pas aussi vite que prévu. Ça met un peu de temps. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus justement sur cette phase-là où en gros vous avez cette attente, mais les plans sont pas exactement ceux que vous avez imaginés. Comment est-ce que vous vivez ce temps d'attente finalement? Est-ce que d'ailleurs c'est un temps d'attente? Peut-être que ça allait pas tant que ça. Si, c'est un peu un temps d'attente. Chez Corning, donc en France, à Bagnols-sur-Loing, d'abord je suis contrôleur d'une usine et assez vite, au bout de quelque chose comme 18 mois, je suis nommé responsable, directeur de la comptabilité générale de Corning. Donc là, je me retrouve avec une quinzaine d'employés et c'est le démarrage, je dirais, de mon expérience managériale. Alors là, encore une fois, lorsque je dis à mes copains de l'ESSEC ou d'HEC que j'ai maintenant la responsabilité de la comptabilité générale de Corning à Bagnols, je n'impressionne personne, quoi. En revanche, ce que ça m'a donné, c'est de ne pas être impressionné ou complexé quand je travaille avec des professionnels de la comptabilité, etc., parce que je me suis coltiné ça moi-même. Et c'est, je dirais, un conseil que je donne aux jeunes que je vois aujourd'hui. En fait, j'enseigne à l'université de Villeneuve-d'Ascq, on pourrait y revenir, et je leur recommande à chaque fois de ne pas hésiter dans leur premier poste à travailler sur le terrain, proche des collaborateurs de base, entre guillemets, même si je n'aime pas trop cette expression.
Donc ce poste en comptabilité générale, finalement, c'était pas particulièrement brillant pour mon CV, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Et quelque part, ça m'a donné une sorte de confiance en moi que je n'aurais peut-être pas eu autrement. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est important dans nos étapes de carrière de construire une sorte de base qui nous servira en permanence ensuite, et une base solide dont vous pouvez faire état sans hésitation, je dirais. Donc, cette étape de la comptabilité générale de Corning à Bagnols-sur-Loing, finalement, a été très formatrice, je dirais. C'est très intéressant. D'ailleurs, on va y revenir, je pense, pendant cet entretien sur cette question de socle de compétences, parce que votre carrière, c'est une carrière dans la direction financière, même s'il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est une partie importante. Ouais. Et effectivement, je pense que les auditeurs vont le remarquer au fur et à mesure, vous avez justement à chaque fois été intentionnel dans les socles, enfin les compétences socles que vous avez rajoutées à votre finalement à votre œuvre. C'est un peu contre-intuitif parce que parfois on se dit qu'est-ce que je vais faire là en fait, j'ai fait une grande école, etc. Mais en fait en réalité c'est exactement là où il faut être parce que c'est là où on développe effectivement des compétences où c'est son système 1 entre guillemets. Je sais pas si vous êtes familier de Kahneman, il parle de système 1, système 2, des choses qu'on fait sans réfléchir à des choses où on doit se mettre à réfléchir. Ouais. Et en fait d'une certaine manière, à ce moment-là vous développez des compétences où ça va presque être de l'automatisme par le futur. Ah ouais. Et votre cerveau, du coup, est concentré sur autre chose, quoi. Là, il y a plus de technicité, peut-être, ou de stratégie. Et en parallèle, on vous propose d'avoir un nouveau rôle, en fait, en France, avant d'aller aux États-Unis. Oui. C'est un rôle qui est un peu plus business. Carrément business, voilà. Ça, oui. Parce que ça vous fait rester quand même un peu plus longtemps en France. C'est vrai. En fait, mon objectif, depuis ma rentrée chez Corning, c'est de partir aux États-Unis. Et toute option qui me faciliterait le départ aux États-Unis est la bienvenue chez moi. Et donc, à un moment, le patron de Corning en France, qui était un Américain, dit ce serait bien que tu fasses du business, tu restes pas que en comptabilité. Et il m'a proposé de prendre la responsabilité d'un petit business qui était l'optique scientifique, c'est-à-dire je vendais du verre pour les microscopes et des lentilles de différentes formes pour des industriels en France. Donc, totalement différent de ce que je faisais en compta. Mais là, ce qui était quand même intéressant, et je trouve, c'est ce que je dis aussi aux jeunes, c'est bien de changer de rôle dans une entreprise, mais si vous faites de la compta et du contrôle de gestion dans une entreprise A et vous partez dans une entreprise B faire du commerce, les risques que vous prenez sont considérables. Alors que si, au sein de l'entreprise A, on vous propose de quitter la compta et la finance et de faire du business, vous réduisez votre niveau de risque. Puisque c'est le même environnement, vous êtes déjà connu, les gens vous font confiance, etc. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je fais ça pendant même pas 2 ans. J'avais un petit peu oublié l'objectif américain, même s'il était un peu derrière ma tête, mais j'étais moins concentré dessus. Et là, tout d'un coup, le patron de Corning en France me dit Xavier, ça y est, il y a peut-être une opportunité pour toi aux États-Unis, à Corning, New York. Et là, je lui dis oui, ça c'est bien. Et il me dit mais bon, il y a un petit détail, Xavier, c'est que tu as pris goût au commerce, mais l'opportunité qui se présente, elle est dans le contrôle de gestion. Est-ce que tu es prêt à revenir au contrôle de gestion Je rentre chez moi. Je discute avec mon épouse de la possibilité de partir aux États-Unis. Et le lendemain matin, je rentre en disant « Pas de problème pour le contrôle de gestion. Pas de problème. Je suis d'accord pour repartir en contrôle de gestion. Et OK pour partir aux États-Unis. » Et donc, assez vite, on part aux États-Unis. Et j'insiste sur le « on » parce que ça a été vraiment un projet familial de couple. Et mon épouse aussi aspirait à quitter un peu la France, voir autre chose, avoir une vie peut-être plus ouverte, etc. Donc, nous partons aux États-Unis, mais on ne part pas à New York, on ne part pas à Los Angeles, on part à Corning, New York, au nord de l'État de New York, une petite ville que personne ne connaît,
et vraiment une ville un peu à la campagne. Et quand on arrive à Corning, on découvre que Corning, c'est d'abord le four de l'entreprise Corning, quoi. Ouais. Et le siège de l'entreprise Corning. Mais j'y ai passé 3 ans. En fait, nous avons adoré la vie américaine, nous avons adoré la vie à Corning, même si elle n'avait rien du côté flashy de New York ou de Los Angeles, quoi. Ouais, très clair. Mais d'ailleurs, ça, finalement, c'est assez drôle parce que ça fait un peu écho aussi à Nemours au début de votre carrière, quoi. En fait, vous avez connu l'Amérique, une autre Amérique, en fait, une Amérique où vous étiez d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, on en avait parlé, il y avait un autre Français peut-être seulement. Il n'y avait qu'un seul Français dans la ville. Donc là, ça montre aussi le contexte dans lequel vous êtes arrivé. Et à ce moment-là, professionnellement plutôt, c'est là où vous êtes amené à faire les premières expériences de M&A. C'est un sujet qu'on va aborder un peu fil rouge aussi pendant cet entretien, pour revenir au socle, le fameux socle de compétences. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer la genèse de ce premier projet et ce que vous avez appris là-dessus et pourquoi peut-être c'est intéressant justement de l'avoir appris là-bas? Alors quand je démarre dans le reporting international au siège de Corning, et assez vite, on me propose de rejoindre l'équipe qui va faire le support de l'équipe fusion-acquisition de l'une des grandes divisions de Corning. Alors, je suis loin d'être le patron des fusions-acquisitions de l'entreprise. Je suis l'un des membres de l'équipe. Il se trouve que quand vous travaillez sur un projet fusion-acquisition, là, en l'occurrence, c'était des projets d'acquisition, vous rejoignez une toute petite équipe et donc, nécessairement, vous couvrez tous les aspects d'une acquisition. Et donc, d'un point de vue formation, c'est absolument remarquable. Et mon patron, qui s'appelait Peter, mon patron est, je dirais, fondamentalement paresseux. Et ça a été une chance formidable pour moi, parce que il me disait toujours, ouais, tu sais, j'ai pas le temps, le week-end prochain, j'ai une croisière, est-ce que tu peux t'occuper de ceci ou tu peux t'occuper de cela? Et en fait, cette attitude de mon patron m'a donné des opportunités formidables, parce que j'ai été amené à préparer des présentations pour le top management, etc. Je préparais les présentations, souvent mon patron Peter qui faisait la présentation, mais c'est moi qui avais tout préparé. Et donc, une courbe d'apprentissage accélérée dans le fusion-acquisition. Et là aussi, j'ai eu une chance, et je souhaite ça à tous les auditeurs, c'est de travailler avec des personnes qui sont prêtes à consacrer du temps, à vous former, à vous développer, etc. Et mon ami Peter, même s'il avait un poil dans la main, il était très attentif au développement de ses collaborateurs. Et d'ailleurs, c'était sa réputation. D'accord. Sa réputation, et les gens le rejoignaient son équipe parce qu'on savait que c'était un bon formateur. D'accord. On comprenait vite que c'était pas un gros travailleur, mais il donnait des opportunités. Donc, en 18 mois, ce Peter m'a permis de développer une véritable compétence fusion-acquisition qui va me servir ensuite. Et là aussi, c'est, je dirais, le bénéfice de rencontres avec des gens quelquefois inattendus. Et cet ami Peter, là, mon patron Peter, les autres collaborateurs l'aimaient pas beaucoup, en considérant qu'il n'était pas sérieux et tout, et qu'il fallait que je me méfie de lui. Et en fait, dans la carrière, on rencontre des Peter qui, en fait, finalement, contrairement aux apparences, vont vous aider à vous développer vous-même, quoi. Ah, c'est vrai. J'avais eu des échos sur Peter, des échos soit très positifs, soit très négatifs. Et oui, il y avait de tout, en fait. Il y avait de tout, ouais. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a plutôt inspiré confiance. J'ai assez vite compris qu'il avait sans doute un poil dans la main, mais il avait transformé cette forme de paresse en atout managérial, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai retenu pendant toute ma carrière, c'est que on peut être un bon manager
sans travailler 72 heures par semaine, quoi. Et lui, je peux vous dire, il était loin des 72 heures par semaine. Mais du coup, il avait ce talent, en fait. Il avait- L'organisation, ça avait de la valeur, en fait, finalement. Oui, absolument. Et puis, il avait ce talent de développer des personnes et il était connu pour ça. Parce que quand on passait entre ses mains, ou bien ça se passait mal et on restait pas longtemps dans son équipe, ou bien ça se passait bien, il vous mettait sur une pente ascendante, une bonne courbe de carrière, ce qui fut mon cas. Donc, moi, ce que je dis aussi aux jeunes, je commence toujours mes cours avec un petit conseil aux étudiants. Et là, le conseil que je leur ai donné pas plus tard que la semaine dernière, c'est posez-vous la question, quand vous allez être dans les entretiens de recrutement avec votre futur employeur, avez-vous l'impression qu'il va être un bon formateur pour vous? Et si la réponse est oui, n'hésitez pas, quand bien même le salaire que vous toucherez est peut-être moindre que celui que vous toucheriez dans une entreprise d'à côté. Mais surtout en début de carrière, choisir son patron, choisir son boss en essayant de s'assurer que c'est un bon développeur d'hommes, c'est très important. Oui, en fait, encore une fois, parfois les gens, ils pensent qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, mais en fait, d'une certaine manière, on construit son actif. Un actif qui est durable et qui va servir tout au long de sa carrière. Donc c'est sûr que c'est intéressant de mettre ça assez haut dans ses critères, finalement. Oui. Vous avez raison, on construit, l'expression construire son actif et s'applique bien à l'organisation ou la conception de sa carrière avec différentes couches de compétences qu'on accumule. Donc ça a été le cas, mais ce sur quoi j'insiste toujours, en fait, un jeune dans une carrière, finalement, il a souvent le choix entre au moins une ou deux options et savoir choisir l'option qui va le mieux vous développer à long terme et qui n'est peut-être pas l'option la plus flashy qui va impressionner vos amis ou votre famille, quoi. Donc pour revenir à Corning, ce Peter avec qui m'avait embauché dans son équipe, c'était un vrai développeur d'hommes. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette personne parce que le fait d'être passé dans son équipe et d'avoir bien fonctionné m'a ouvert des portes. Et je crois aussi que c'est important dans sa carrière, quand on peut, d'essayer de choisir son boss, comme je le disais à mes étudiants. C'est clair. Le message est très clair et très important. Parce que c'est aussi un message qui peut paraître basique, mais qu'on entend peu. C'est un rapport de force quand même, finalement, au recrutement aussi. Ils ont tendance à se dire, bon, il faut juste que je me vende, et parce que là, entre guillemets, l'entreprise a déjà fait le travail en étant là et en ayant un job à me proposer. Et en fait, pas du tout. C'est pendant le process de recrutement, il y a de la qualification très forte sur ces questions-là. En fait, et en début de carrière, on a tendance à parfois oublier ça parce qu'on a juste cette envie à tout prix de décrocher le fameux job, quoi. Oui. Donc. Et le job peut-être le plus flashy et finalement, moi dans ma carrière, c'était toujours important. Je me suis trompé une fois, hein, mais c'est toujours été important le fit avec mon N+1. Et je crois que c'est vrai dans toutes les carrières, parce qu'en plus, quand vous n'avez pas le fit avec le N+1, ça se passe pas bien et c'est très difficile à vivre. J'y reviendrai, mais oui, effectivement, j'ai connu ça. On abordera ça un peu plus loin. Voilà. Je propose qu'on passe justement à l'étape d'après où, quand vous êtes sur ce rôle-là à Corning, vous avez cette opportunité justement, vous êtes sur un deal, si mes souvenirs sont bons, où en fait il s'agit d'un deal où une activité au Mexique. Oui. Et l'idée, c'est en fait de transférer l'activité des US finalement au Mexique. Oui. Et là, en fait, on vient vous voir, on vous dit, Xavier, vous êtes notre homme, on vous propose en fait de suivre votre projet et d'en prendre la responsabilité, la direction au Mexique. Déjà, je sais pas comment on vit une proposition comme ça. Ça fait que 3 ans que vous êtes aux US, donc en fait, on propose déjà de quitter. Voilà comment on l'accueille ça. Ouais. Alors, je vais vous dire, il y en a beaucoup qui, dans cette situation-là, auraient espéré revenir à la maison, en France.
Et avec mon épouse, on n'avait aucune envie de revenir en France. Et donc, lorsque l'opportunité s'est présentée de partir au Mexique, et nous avons déjà 3 enfants, on n'hésite pas, on prend à nouveau la décision ensemble de partir au Mexique. Et alors que je parle pas espagnol, je parlais pas un mot d'espagnol, mon épouse le parlait, mais le poste est attrayant. Et puis là, je change un peu de catégorie puisque on me propose de devenir en fait, c'était co-directeur général des activités de Corning au Mexique. Il y avait un directeur général pour la production et un directeur général pour toutes les autres activités, finances, personnel, logistique, etc. Et donc, une belle opportunité. Et là, nous n'hésitons pas. J'insiste sur le nous, parce que des postes comme ça à l'étranger, si c'est pas décidé vraiment par le couple, c'est souvent voué à l'échec, quoi. Donc, on part au Mexique, mais quand on part au Mexique, mes amis me disent « Oh, t'as de la chance d'aller au Mexique, tu vas à Mexico ?» Alors, je te dis non, on va pas à Mexico. On va pas à Mexico. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, on va à Monterrey. Monterrey? Attends, je regarde sur mon atlas où c'est. En fait, Monterrey est une grande ville mexicaine qui est au nord du Mexique et qui est à un petit 3 heures de route de la frontière avec le Texas, la frontière américaine. C'est une grande ville, mais peu connue. Les activités de Corning sont effectivement à Monterrey, dans la banlieue de Monterrey. Là, il s'agit d'une usine qui fabrique des écrans de télévision, donc c'est vraiment de l'industrie verrière lourde, et également une activité de fabrication de verres de laboratoire, donc avec des plus petits fours et des applications très techniques. Donc on se retrouve là au Mexique, on vit dans une colonia, ce qu'ils appellent les colonias, c'est des quartiers un peu préférentiels dans Monterrey, et l'usine est à une 30-45 minutes de mon domicile. Mais avant de partir, j'ai pris des cours d'espagnol intensifs chez Berlitz, payés par Corning. Et au passage, ce genre de cours, quand vous avez comme objectif d'aller dans le pays et de prendre des responsabilités avec des gens qui ne parlent pas l'anglais ou le français, encore moins le français, vous êtes quand même motivé pour l'apprendre vite. Oui, c'est sûr. Et donc, j'ai suivi des cours pendant 15 jours, 3 semaines, à temps plein à New York chez Berlitz. C'était des cours qui commençaient à 8 heures et qui se terminaient à 8 heures du matin à 8 heures du soir. Oui. Mais après 3 semaines, commençais à bien faire illusion et à pouvoir m'exprimer en espagnol. C'est l'avantage de l'espagnol, c'est trop difficile. Proche aussi du français. Voilà, exactement. Donc, quand je suis arrivé, mes collaborateurs qui parlaient souvent assez bien anglais commencent à me parler en anglais. Et alors, je leur ai dit non, vamos a hablar solamente en espagnol. Et très vite, ils comprennent. Dès le lendemain, tout le monde me parle en espagnol, ce qui fait que votre courbe d'apprentissage, elle s'accélère très vite. Et après, à Monterrey, je ne parlais plus que espagnol, sauf avec mes boss américains quand ils m'appelaient, quoi. Il y a quand même le côté, là, se faire un peu violence en se disant, même quand j'ai du confort potentiel avec des salariés finalement, des collaborateurs qui sont capables de parler anglais, absolument. Non, en fait, je joue le jeu jusqu'au bout et en fait, j'essaye vraiment de créer les conditions pour cette fameuse courbe d'apprentissage dont vous parlez. Exactement. Et puis, quelque part, je pense avoir marqué quelques points parce que les Mexicains, finalement, ils appréciaient qu'un Européen fasse l'effort d'apprendre leur langue, même si au départ, ça leur déplaisait pas de parler anglais avec moi, parce que ça leur permettait à eux de pratiquer leur anglais. Mais très vite, j'ai senti que c'était perçu très positivement par mes N-1 et bien sûr par les autres collaborateurs, parce que de temps en temps, on est nécessairement amené à faire des présentations où il y a 50 personnes dans la salle et tout, et c'était que en espagnol. Et là aussi, je dirais aux auditeurs, pour faire ça, il n'y a pas besoin de parler un espagnol parfait. Mon accent en espagnol était assez médiocre. Ma femme me disait, mais
ton accent est quand même catastrophique. Et c'est vrai que mon accent en espagnol n'était pas bon, mais en revanche, je maîtrisais bien la langue, la grammaire et tout. Et finalement, les gens, les Mexicains, ils appréciaient l'effort du Frenchie de parler leur langue, même si l'accent n'était pas bon, ils me comprenaient parfaitement, et moi je les comprenais aussi très bien. Je dis ça parce que quelquefois il y a une sorte de complexe, j'ai pas un bon accent en anglais ou je sais pas quoi, donc je le parle peu. Ça n'a pas d'importance, quoi. L'important, c'est d'être compris et que vos auditeurs aient le sentiment que vous vous intéressez vraiment à eux, d'où l'importance de parler la langue du pays. Donc, je suis plutôt bien accueilli chez Corning Mexico. C'était en plus une joint venture entre Corning, qui avait la majorité, et Asahi, mais c'était vraiment dirigé par des Américains. Donc ça aussi, ce point-là, il est intéressant parce que c'est la première fois du coup dans votre carrière où vous êtes amené à être dans ce type d'organisation, enfin une joint venture avec du coup un actionnariat qui est, même si vous êtes dans la partie majoritaire, il y a quand même c'est un système à deux têtes. Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous a marqué au début quand vous arrivez dans ce type de gouvernance que vous avez déjà dit, c'est que finalement vous avez une co-direction et donc la manière dont la direction était organisée, c'était logique par rapport en fait à vos compétences. Donc là-dessus déjà c'était pas mal. Voilà, il y a d'autres choses qui vous ont sauté aux yeux et peut-être partagées avec le recul aujourd'hui. Ce que j'ai en fait réalisé à ce moment-là, c'est que les deux actionnaires attendaient de connaître en permanence la vérité. Et dans le business, le concept même de vérité est pas toujours facile à piger. Et en l'occurrence, que j'ai fait et que mon collègue américain faisait avec moi, c'était de donner en permanence une information complète et identique aux deux actionnaires. Très clair. Et je peux vous dire que c'est pas toujours évident. Parce que dans certains cas, vous savez que l'information va être bien perçue par l'actionnaire A, mais que cette même information pourrait être mal perçue ou mal interprétée par l'actionnaire B. Mais néanmoins, il est important de donner cette même information aux deux actionnaires, même si de temps en temps, ça vaut des appels téléphoniques désagréables de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est une leçon que j'ai eue pour toute ma carrière aussi, c'est l'authenticité des feedbacks que vous donnez soit à votre N+1, soit à votre actionnaire, quand votre N+1, en fait, c'est votre actionnaire. Essayez d'arranger la photo de la mariée, ça vous aide momentanément, mais à moyen terme, ça va affecter votre propre crédibilité dans l'entreprise. Moi, c'est ce que j'ai vraiment appris là et qui m'a servi après dans toute ma carrière. C'est intéressant ce point-là, parce que pour rebondir, il y a deux éléments que je comprends en tout cas dans ce que vous dites. Il y a l'information en tant que telle. On peut raconter une partie, tout ou partie, etc. Donc là, ce que vous dites, c'est bon, les faits. Bon, ça, c'est une première partie, mais il y a aussi la manière de raconter les faits qui peut parfois partir même d'une bonne intention, c'est-à-dire de se dire, eux, si on leur dit ça comme ça, de toute façon, en fait, le message qu'on a envie de faire passer, c'est le message A, et en fait, le message qu'ils vont recevoir, c'est le message A'. Donc, si on veut faire en sorte qu'ils reçoivent le message A', il faut qu'on n'envoie pas le message A. Et là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, non, il faut envoyer le message A, tout en sachant que ça va être interprété comme A', ouais. Et on le fait quand même, parce que ça marche mieux de envoyer A à tout le monde. On va dire à terme, on va pas nous reprocher ce qui est plus important, c'est-à-dire de nous envoyer des messages différents. C'est tout à fait ça, mais je rajouterais à votre image, c'est que quand vous savez que l'un de vos interlocuteurs va retenir A', c'est d'essayer de lui parler, pas lui envoyer un message écrit, de lui parler en attirant son attention sur le fait que c'est finalement par A', c'est A qu'il faut qu'il comprenne. Et donc là, ce sur quoi j'insiste, c'est prendre le temps de parler aux gens et à ses interlocuteurs. Et je dis ça parce que j'ai vu tellement souvent des cadres, même de très bon niveau, au lieu de prendre leur téléphone et d'expliquer à leurs interlocuteurs les choses, ils envoient des mails. Et le mail, quelque part,
dans certains cas, ça peut être une forme de lâcheté. Parce que C'est feu balance et puis bon, on verra bien ce qui se passe. Exactement. Et ça permet de dire, mais je vous avais prévenu, j'avais envoyé un mail. On a tous ça dans sa carrière. Mais savoir, et je crois que c'est peut-être encore plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, savoir prendre son téléphone et avoir une vraie conversation avec son interlocuteur plutôt que lui envoyer un mail, finalement, c'est beaucoup plus efficace et ça permet de développer des relations de confiance que le mail ne développera jamais, quoi. Ouais, c'est très clair. C'est vrai que c'est important parce qu'il y a quand même toujours cette tension entre l'importance de l'écrit, bien que un mail, on peut aussi faire l'effort de le rendre clair, intelligible, etc. Mais c'est une communication où il n'y a pas d'itération. En tout cas, l'itération est pas simple. Alors que effectivement, un échange entre deux personnes, si on sent que en fait on est mal compris, on peut réagir, etc. Donc évidemment, et c'est vrai que ce que vous dites, c'est intéressant aussi parce que aujourd'hui, ça, en tout cas, j'ai remarqué, de manière un peu empirique, que c'est plus dur pour notre génération de prendre le téléphone. Ce qui est paradoxal parce qu'en fait, on est né avec un smartphone dans les mains. Et pourtant, appeler, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Donc, mais tout à fait, et je l'ai remarqué ensuite dans mes années récentes chez Auchan, c'est que il y avait des tas de personnes qui avaient peut-être plus de mal aujourd'hui à prendre le téléphone et à expliquer des choses. Mais quelque part, prendre son téléphone et parler demande peut-être plus d'efforts, plus d'attention que de balancer un mail. Bien sûr. Ouais, parce qu'il faut accepter l'altérité de la situation en live. Exactement. On peut pas tout maîtriser. Exactement. Et éventuellement, la contradiction, s'il faut, etc. Ouais, c'est un très bon point. Et donc, si on revient sur cette relation avec des actionnaires donc différents, le premier message, c'est leur parler avec le même message. Exactement. Voilà. Et s'assurer que chacun a bien compris. Parce que c'est ça. Quelquefois, on est surpris. On envoie un message et on s'aperçoit plus tard qu'il n'a pas été entendu ou pas compris. Très clair. Est-ce qu'il y a autre chose en termes d'apprentissage un peu saillant comme celui-là que vous retenez là, avec le recul ? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les collaborateurs appréciaient vraiment que leurs dirigeants parlent leur langue. Alors, c'est vrai pour l'international, mais c'est vrai aussi que les dirigeants parlent une langue, même en français, quand vous êtes français, une langue que les ouvriers vont comprendre, pas une langue technocratique. Alors, ça s'applique donc aux langues étrangères, mais aussi la langue technocratique, c'est une langue étrangère. Et ça, c'est une leçon que j'ai aussi retenue. Parler et envoyer ces messages dans une langue compréhensible. Très clair, c'est très difficile à faire. C'est difficile à faire, oui. Parce que là, typiquement, l'exercice de style qu'on est en train de réaliser, c'est que parfois, j'utilise des anglicismes ou des concepts qu'on définit pas, ou enfin, on est pris par un élan en fait dans la discussion, et puis on oublie que, justement, il faut faire preuve d'intelligibilité dans son discours. Il faut que c'est un effort, parce que c'est une idée simple, mais qui demande beaucoup d'efforts pour l'exécuter. C'est simple, c'est une forme d'adaptation au contexte. Et pour s'adapter, il faut avoir le courage de bien le voir, le contexte. Tout à fait. Et si on revient à l'expatriation, on a parlé des éléments heureux, on va dire, liés à l'expatriation. Vous nous parliez du fait que, justement, c'était une forme de liberté, que ça vous permettait... Enfin, vous n'avez absolument pas envie de rentrer en France à ce moment-là. Mais l'expatriation, je sais que vous avez eu aussi des moments moins faciles. Est-ce que vous pouvez déjà juste peut-être me dire comment vous avez vécu in fine l'expatriation de manière générale, et puis peut-être nous éclairer sur des moments moins joyeux ou moins positifs? J'ai aimé l'expatriation et je devrais toujours dire nous avons aimé, parce que vous partez dans une aventure à deux. Nous avons aimé l'expatriation au Mexique. Et je vais même vous dire, si un Américain était autour de la table, j'oserais pas le dire, mais je vous dirais qu'on se sentait beaucoup plus proche des Mexicains que des Américains. Pourquoi ? Parce que les Mexicains, ils sont quelque part de culture latine. Ils parlent l'espagnol et à des tas d'égards, ils fonctionnent comme des latins, contrairement aux Américains. Donc en fait, au Mexique,
on s'est très bien intégré et on avait des amis mexicains très proches qu'on a gardés 30 ans plus tard, qui sont encore nos amis. Et cette proximité culturelle latine a fait une grande différence pour nous. Donc, ça a été un côté très plaisant de la vie au Mexique. Maintenant, je ne veux pas vous présenter une image trop rose de cette expérience professionnelle au Mexique parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Et ça, ce que j'ai connu là après, je vais vous expliquer, j'étais pas vraiment préparé. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, avant de partir, personne m'avait dit Xavier, fais gaffe, quoi. Ok. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce que je pense que ils savaient globalement dans quoi vous alliez en termes de contexte, non? Ou peut-être qu'ils le savaient pas, je sais pas. Non, en fait, je réalise pas. En fait, pour eux, c'est au Mexique, il y a de la corruption. D'accord. C'est ce qu'on m'avait dit. Au Mexique, la corruption, fais gaffe. Mais rien de plus. D'accord. Alors que ce que j'ai découvert en arrivant à Corning, Mexico, c'était vraiment pas prévu. Je m'explique. 3 ou 4 semaines après notre arrivée, il y a l'autre directeur général qui me dit tu sais, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Je lui dis non. Eh ben, tu sais, le responsable syndical a été assassiné. C'était le responsable donc du syndicat de l'entreprise, a été assassiné. Oh. Et par qui? Il me dit c'est un autre syndicat qui veut prendre la majorité des ouvriers dans l'usine et on n'a aucune preuve, mais ça arrive de temps en temps au Mexique. C'est certainement ça qui s'est passé. Et donc on a changé d'interlocuteur syndical, effectivement, mais ça fait quand même drôle quand vous savez ce qui se passe derrière le rideau. Donc ça, c'est la première découverte un peu désagréable que je fais là. Et puis après, au bout d'un moment, je pose quelques questions. Il y avait un système de credit union, c'est-à-dire de banque au sein de l'entreprise pour les collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs pouvaient investir 100 euros ou 100 pesos, pardon, et ils recevaient des intérêts. Et ils avaient aussi la possibilité, chaque mois, de demander au service paye qu'une petite partie de leur salaire soit transférée sur leur compte de la banque interne. Okay. Et puis, je suis amené à creuser un petit peu et je découvre que lorsque les ouvriers mettaient 100 pesos, ils recevaient, on va dire, 1 peso en intérêt par an, et je constate qu'il y a 3 personnes qui, lorsqu'ils mettaient 100 pesos, ils en recevaient 10 d'intérêt par an. Et que ces 3 personnes, c'est 3 dirigeants mexicains de l'entreprise, dont le numéro 1 de l'une des divisions. Donc là, on met le doigt sur tout un système clandestin et quelque part mafieux au sein même de l'entreprise. Mais quand c'est un dirigeant lui-même qui fait ça, c'est encore plus difficile à gérer. Et donc, je découvre ça, j'en parle bien sûr à mon collègue américain, et on décide de surveiller d'une part, et puis d'essayer de mettre fin d'une façon ou d'une autre à ce système. Et donc ça, on va dire que c'est au mois d'avril, tout se passe bien, RAS, et au mois de mai, je rentre chez moi avec ma voiture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait entre 30 et 40 minutes de route, et je rentre le soir après le travail vers 19h, 19h30. Et sur la route, je m'aperçois qu'il y a une voiture derrière qui a l'air d'être juste derrière moi en permanence. Bon, je ne fais pas trop attention. Et puis à un moment, je m'arrête pour éventuellement prendre de l'essence dans une station-service. La station était fermée, je m'en aperçois trop tard, mais je rentre dans la station-service et je m'aperçois que la voiture qui me suivait depuis le début s'arrête également juste derrière moi. Et donc là, je comprends ce qui est en train de se produire. Je suis suivi et je vois d'ailleurs 2 gars qui sortent de la voiture derrière
deux baraques, et là je comprends ce qui est en train de se produire. Je remonte, je redémarre très vite et je repars direction ma maison, mais pas par le chemin habituel. La voiture me suit pendant un bon moment et ensuite elle disparaît. Le lendemain, je vais au garage parce que je devais de toute façon faire une vérification de la voiture. Il regarde la voiture et puis il y a le garagiste qui vient me voir et qui me dit venez voir. Il me montre un dessin et il me dit regardez, votre axe de direction a été scié et il était sur le point de se casser. Est-ce que vous le réalisez? Je lui dis bien sûr que non. Et il me dit je dois vous dire que ça ressemble vraiment à un sabotage. Et donc là, C'est incroyable. j'ai compris que la voiture, il y avait une tentative de sabotage. C'était nécessairement lié au gars qui m'avait suivi la veille. Et puis, je préviens les services de sécurité de Corning aux États-Unis, qui je raconte tout ça et qui me disent c'est nécessairement lié à ce que vous avez découvert dans la banque interne. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il m'envoie un vigile en permanence autour de ma maison parce que j'avais mes enfants et on craignait éventuellement une vengeance sur les enfants. Et ils me disent aussi, ça me coûtait beaucoup, ils me disent Xavier, c'est fini tes petits joggings tous les matins, que ton itinéraire habituel et tout, tu pourras continuer à courir le matin, mais tu changes d'itinéraire tous les jours, tu ne sors jamais à la même heure, et si possible, tu cours plutôt le soir quand il fait jour que le matin ou quand tu es tout seul, etc. Et ils me disent aussi, tu fais attention, jamais le dos à une fenêtre de chez toi. Oh non mais... je sais pas, je vis plus en fait, je sais pas. Et exactement. Et puis la question, c'est est-ce que je dis tout ça à mon épouse ou pas? Je lui dis en essayant de minimiser un peu le risque, mais il fallait bien que je lui explique pourquoi je sortais à des heures différentes pour le footing tous les matins. Et puis on faisait quand même nettement plus attention. Et puis c'est quand même un moment, ça je ne lui ai pas dit à mon épouse, où j'ai envoyé une lettre à mes frères en France en disant si je devais disparaître, voilà le nom des personnes qui seraient sans doute impliqués, dont le directeur de la division concernée. Donc ça en dit long quand même sur ce que c'est que quelquefois la vie expatriation, et j'ai parlé avec d'autres expatriés, mon expérience est loin d'être unique. Malheureusement, dans certains pays, vous êtes exposé à ce type de situation. En fait, quand vous réalisez ça, parce que l'histoire, vous me l'aviez déjà racontée moi une première fois, donc je découvre pas l'histoire. Ouais. Mais par contre, quand je la réécoute, ça me fait le même effet. C'est complètement fou. Et ce que je me suis dit là, cette fois-ci, c'est en fait, j'avais pas tout à fait compris que c'était lié en fait à quelque chose que vous aviez identifié. Et dans ce cas-là, en fait, vous êtes dans votre, vous gérez vous êtes un bon professionnel qui fait son travail. Je suis dans mon rôle, ouais. Mais comment on fait quand on découvre en fait que quand on fait bien son taf, on peut potentiellement se faire assassiner. Comment, en fait, le lendemain, on se réveille, on se dit, je vais continuer à faire mon taf. Est-ce qu'il y a des moments où on dit, ça, on va le laisser passer. Je sais pas comment on vit le après, parce que j'imagine que ça change quand même quelque chose dans la matrice. Ça change profondément, effectivement, la matrice et la façon dont on veut gérer les choses. Donc là, avec les services de sécurité aux États-Unis, on s'est dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prévenir la police mexicaine à Monterrey. Je vais voir la police mexicaine, je leur raconte mon histoire, zéro intérêt. Ils ne prennent même pas de notes, il n'y a même pas de déposition. Okay. Donc, parce que c'est tellement courant qu'ils ne peuvent pas intervenir sur ce genre de choses. Donc, finalement, avec l'accord de mon collègue co-directeur général et l'accord des États-Unis, on a licencié dans l'urgence le directeur en question et une autre personne pour lesquels on était quasi certain que qu'ils étaient impliqués, parce que de toute façon, on pouvait les licencier au titre
de la fraude sur la banque de l'entreprise. Donc, ils étaient licenciés. Et une fois ceci fait, moi, j'ai pu reprendre une vie à peu près normale. Mon collègue était aussi quand même assez secoué. Et lui, il a gardé un chauffeur en permanence parce qu'il ne voulait pas conduire lui-même, etc. Mais à partir de ce moment-là, on est revenu à un niveau de sécurité, je qualifierais de normal, même si on avait peur d'une vengeance. Mais c'est ça, j'allais dire, potentiellement, il y a toujours ce risque qui plane. Ouais. Et, mais ce qui est aussi triste, c'est que ce responsable, il a été licencié, mais il n'a été jamais inquiété par la justice. Et donc, il était presque à l'âge de la retraite. Il a pris sa retraite tranquillement. Et il a pu ressortir ses fonds de la banque interne de l'entreprise comme si de rien n'était. Quelque part, ça fait mal au cœur, quoi. Mais bon, c'était ainsi. Après, on n'en a pas reparlé. Mais je parle de ça parce que finalement, moi, quand je parle avec des amis, etc., ce genre de situation très limite arrive plus souvent qu'on ne pense. Et ça arrive aussi, même en France, ce type d'escroquerie. Alors, il n'y a peut-être pas en France la menace et le sabotage de votre voiture, mais il peut y avoir des situations extrêmes qu'il faut gérer lorsqu'on est dirigeant, quoi. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je me dis comment est-ce qu'on gère, parce qu'il y a une tension qui paraît évidente entre l'intégrité professionnelle qu'on doit avoir parce qu'il y a des règles et il y a des choses qui sont potentiellement illégales. Et en même temps, il y a le temps dans lequel parfois ces choses-là doivent être réglées, qui n'est pas un temps de l'immédiateté. Là, typiquement, le cas dont vous parlez, on a d'abord analysé, observé, etc., avant de commencer à agir. En fait, je trouve que c'est pas évident comme posture à adopter, parce que, et puis parfois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des jeux de pouvoir, il y a des personnes qui font des choses parce qu'elles sont contraintes par d'autres, mais en fait, tout ça, on n'a pas forcément la data, quoi. C'est vrai. Mais vous avez raison, cette période de flou, d'attente, avant de pouvoir prendre une action, est finalement très stressante parce que c'est la période de haut risque, en fait. Et c'est ce que nous avons connu pendant cette période, entre le constat préliminaire et puis la découverte du poteau rose. Il s'est passé du temps qui était un temps de haute insécurité, quoi. Et effectivement, souvent dans la vie, vous le soulignez, il y a ces périodes d'entre-deux où les choses ne sont pas claires, mais où le risque existe. Et là-dessus, vous avez peut-être quelque chose à nous partager sur comment est-ce qu'on gère ces périodes-là, ou comment vous les avez gérées avec le recul, parce que aujourd'hui vous êtes là face à moi et en bleu de santé et capable de raconter tout ça, donc c'est qu'a priori il y a des choses que vous avez fait. Je crois que pour moi la principale leçon de ce genre de situation, c'est ne restez pas seul. Partagez ce que vous êtes en train de vivre avec des personnes de confiance de votre entreprise ou des proches, etc. Mais ne restez pas seul, parce qu'à tous égards, c'est extrêmement dangereux. Et quelquefois, dans d'autres circonstances, j'ai pu constater qu'il y avait des gens qui avaient une réticence à parler pour différentes raisons. Mais là, c'est très, très important de se confier et de ne pas être le seul à savoir. Très clair. Merci pour ce partage, en tout cas. Et puis, désolé de vous remémorer ces épisodes qui, je pense, sont pas forcément agréables à remémorer, mais donc merci pour ce cadeau. Je propose qu'on passe à l'étape d'après, donc le retour en France. Donc là, vous revenez toujours au sein de Corning, en France, dans un univers a priori plus stable, mais c'est quand même une période qui va être votre dernier rôle avant de quitter Corning pour d'autres cieux. J'aimerais bien qu'on parle de cette question-là, ce moment en fait où on rentre, mais au bout d'un moment on réalise que la perspective elle est un peu coincée. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on prépare ça? Quelle est la posture, en tout cas, que vous aviez adoptée à l'époque? C'est exactement ça, hein. On réalise qu'on est un peu coincé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé.
Je me sentais très bien dans Corning et j'étais apprécié, ça se passait très bien. Et puis quand je suis rentré, j'ai été quand même promu directeur financier Europe de Corning. C'était une belle évolution, etc. Mais j'ai vite compris que les perspectives étaient assez limitées et je commençais à me dire est-ce qu'il faut que j'envisage quelque chose? Et comme par hasard, à ce moment-là, j'ai un appel d'un chasseur de tête qui me dit on cherche un directeur financier ayant une bonne expérience anglo-saxonne pour un rôle en région parisienne. Il ne m'avait pas dit plus. Ça m'a attiré et j'ai vu le chasseur de tête et qui m'a proposé de prendre la direction financière d'Euro Disney. On doit être en 1993. Ouais. Et je rejoins donc Euro Disney comme directeur financier du groupe. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Xavier de Mezrac. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage sur un parcours de directeur financier au sein de grandes entreprises cotées et non cotées. Nous y parlerons notamment de la gestion du stress physique et moral, notamment lorsqu'il a dû faire face à une crise financière majeure au sein du groupe Euro Disney, de l'importance de privilégier l'épanouissement personnel et l'alignement culturel avec une entreprise, plutôt qu'un gain marginal de rémunération ou de prestige, notamment lorsqu'il a rejoint le groupe Auchan en 2000, ou encore de la nécessité de l'immersion terrain pour construire sa légitimité managériale et apprendre le respect non fin de tous les métiers de la chaîne de valeur d'une organisation. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grands épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandsépopées.fr. À vendredi!